Je m'appelle Élise et à 28 ans, je pensais avoir enfin échappé à la servitude émotionnelle qui avait défini ma jeunesse. Après avoir passé 10 ans à construire une vie selon mes propres règles, j'ai commis l'erreur de répondre sur le groupe WhatsApp de la famille où le message était une facture de 5 500 € et quand j'ai demandé de quoi il s'agissait. Ma sœur Léa a simplement répondu que je leur devais bien ça, alors je suis resté à fixer l'écran, le texte blanc brillant de la facture suspendu dans le silence de mon appartement lyonnais à 22h51 car cette demande n'était pas seulement une question d'argent mais une part de mon avenir réclamée par un passé que j'avais méticuleusement travaillé à fuir. 2 ans de paix venaient d'être brisés par un message plein d'arrogance et je n'ai pas pleuré ni ressenti la brûlure de la colère mais un sentiment froid, cristallin et tranchant qui était la clarté car pendant des années, j'avais été l'investisseuse silencieuse de leur version de la famille. Finançant leurs déficits émotionnels et leurs cauchemars logistiques avec mon temps, mon énergie et mon argent, ma compassion ayant été un luxe qu'ils avaient surexploité pendant des années mais ce soir-là, le compte était fermé. Je me suis dirigé vers mon bureau à domicile et j'ai ouvert mon ordinateur portable dont la lueur éclairait mon visage alors que mes doigts bougeaient sur le clavier avec une détermination nouvelle en ouvrant un tableur où j'ai tapé dans la première colonne la date. Dans la deuxième le service rendu et dans la troisième la valeur marchande puisque ma mémoire, autrefois source de douleurs sourdes, était devenue une archive de transactions immaculées. J'ai commencé à taper, août il y a 4 ans, babysitting d'urgence pour le voyage de Léa à la Fashion Week de Paris, consigné comme 72 heures au tarif de nourrice professionnelle de 20 € de l'heure soit 1440 €, Noël il y a 3 ans. Préparation d'inventaire et expédition non payée pour la période des fêtes de la boutique de Léa, soit 40 heures au tarif de logisticienne à 18 € de l'heure soit 720 € supplémentaires. La liste s'allongeait avec les trajets pour conduire maman dans 5 magasins différents pour les rideaux de Léa facturés comme service de chauffeur privé à 45 € de l'heure. Les 2000 € prêtés à Léa pour la création de son premier site web qu'elle avait opportunément oublié dès que le site fut en ligne, les 800 € payés pour réparer la voiture de papa il y a 2 hivers, les billets de train pour des urgences familiales qui n'en étaient jamais. Les dîners traiteurs que j'avais payés et qu'ils avaient à peine remarqués, les cadeaux de remise de diplôme, d'anniversaire et le travail émotionnel constant d'être leur dépanneuse de services disponible 24h24. J'ai attribué une valeur conservatrice à tout car ce n'était pas de la vengeance mais de la comptabilité et à 23h58, j'ai cliqué sur la fonction somme pour voir apparaître le chiffre final de 14 250 € au bas du tableau que j'ai enregistré sous le nom de sol-famille-leclerc.pdf. Je suis retourné sur le groupe familial où le message de Léa attendait toujours, exigeant. J'ai cliqué sur l'icône trombone pour joindre le PDF et j'ai écrit une seule phrase calme précisant que concernant leur facture de 5 500 €. Ils trouveraient ci-joint le relevé de leur solde impayé envers moi et qu'une fois ma facture beaucoup plus importante réglée en totalité, je serais ravi de discuter de l'ouverture d'une nouvelle ligne de crédit selon des conditions à déterminer. J'ai cliqué sur envoyer à minuit 3 et mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer comme une crise d'épilepsie frénétique sur le comptoir en marbre avec des appels de Léa, de maman, puis de papa qui participaient rarement. Tandis qu'une rafale de notifications demandant si c'était une blague et m'ordonnant de rappeler tout de suite inondait l'écran. Je n'ai répondu à aucune d'elles, j'ai mis mon téléphone en sourdine et je me suis versé un verre d'eau, la main parfaitement stable, en frottant mes yeux pour essayer d'invoquer un lambeau de culpabilité ou de regret. Mais il n'y avait que de la clarté car ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils avaient fait, ils étaient choqués que je leur envoie enfin la facture, ce n'était pas une dépression mais un bilan comptable et pour la première fois de ma vie, j'étais du bon côté du grand livre. Je me suis réveillé le lendemain matin au bourdonnement persistant de mon téléphone avec 27 appels manqués et 43 nouveaux messages alors que le soleil traversait mes stores. Mais l'assaut numérique ressemblait à un nuage d'orage s'accumulant juste pour moi et je n'ai pas vérifié les messages car je connaissais déjà leur contenu par cœur, un scénario tournant entre l'incrédulité, l'indignation et les accusations d'égoïsme. Au lieu de cela, j'ai préparé du café dont l'arôme familier manquerait dans le présent, dans cette vie que j'avais construite brique par brique et alors que le café infusait, les souvenirs qui avaient alimenté le tableur de la veille ont refait surface, non pas comme des blessures douloureuses, mais comme des preuves froides et tangibles. Je me suis souvenu être dans la cuisine de mes parents il y a 2 ans, l'odeur du poulet rôti et de la tarte aux cerises flottant dans l'air, des plats que j'avais passé toute la matinée à préparer. Quand j'avais annoncé ma promotion de spécialiste clinique senior et mon transfert au bureau de Bordeaux, mais personne n'avait levé les yeux. Entre le bruit du match de foot à la télé et le direct de Léa sur Instagram pour vendre ses produits alors que maman courait après un des enfants dans le couloir, faisant évaporer ma nouvelle capitale dans le bruit domestique. Je me suis souvenu de ce sentiment de vide dans ma poitrine, cette déception familière devenue si courante qu'elle ne me surprenait plus, car ce n'était pas seulement qu'ils étaient distraits,
c'était que ma vie et mes accomplissements n'étaient tout simplement pas sur leur fréquence. Alors que la journée de vente à 2000 € de Léa annoncée quelques minutes plus tard avait été accueillie par des acclamations alors que mon augmentation de 15% n'avait rien suscité. C'était le schéma habituel, n'est-ce pas? Mon existence n'était qu'un bruit de fond jusqu'à ce qu'un service soit requis, j'étais l'infrastructure invisible et fiable de la famille, la traiteur non payée pour chaque fête, la babysitter de garde pour que Léa puisse poursuivre ses rêves. Le fonds d'urgence pour chacune de leurs mauvaises décisions. J'ai pris une gorgée de café, la chaleur se répandant en moi contrastant avec la résolution glaciale de mon cœur, me rappelant qu'il n'avait même pas appelé pour mon dernier anniversaire et quand j'avais enfin eu maman au téléphone le soir même, sa voix était pressée. S'excusant à peine en disant que Léa avait une autre crise avec sa boutique et qu'elle était restée au téléphone avec elle toute la journée. Une crise, il y avait toujours une crise avec les affaires de Léa, ses enfants ou son drame, elle était le soleil autour duquel tout leur système solaire tournait alors que je n'étais qu'une lune lointaine et froide remarquée seulement quand mon attraction gravitationnelle pouvait résoudre l'un d'eux. Leur problème. La nuit dernière n'était pas un incident isolé mais le point culminant d'une vie de transaction où j'étais la seule à payer, et mon relevé n'était pas un acte de vengeance mais une déclaration d'existence, la preuve que mon temps. Mon travail et mon argent avaient de la valeur même s'ils ne l'avaient jamais vu, et pour la première fois, je ne demandais pas seulement à être vu, j'exigeais d'être payé. Le barrage de SMS et d'appels a continué pendant 2 jours et quand leur choc initial et leur colère n'ont obtenu aucune réponse, la stratégie a changé, si bien que le 3e matin, quand maman a appelé, j'ai répondu en mettant le haut-parleur tout en arrosant mes plantes. Elle a commencé avec une voix chargée de larmes artificielles, un ton que je reconnaissais comme son premier coup de semonce dans toute campagne de culpabilité, en me demandant comment je pouvais aller bien alors que ma sœur était un débris qui ne dormait plus. Mais j'ai continué à tailler une feuille morte de ma monstra en répondant que je lui avais simplement envoyé un état des services rendus, ce qui est une pratique commerciale standard. Elle a crié que nous étions une famille et qu'ils m'avaient élevé, nourri et logé, ce à quoi j'ai répondu calmement qu'ils avaient fait le strict minimum requis par des parents et que bien que je sois reconnaissante, cela ne leur donnait pas droit à une vie de servitude de ma part. Provoquant un souffle court à l'autre bout du fil alors qu'elle m'accusait d'être devenue froide et égoïste à cause de ma nouvelle vie. Je lui ai expliqué gentiment que je n'étais pas devenu égoïste mais que j'avais cessé d'être altruiste à mon propre détriment, puis elle a plaidé en chuchotant que la boutique de Léa avait fait faillite. Qu'elle était criblée de dettes et qu'ils espéraient qu'avec mon nouveau poste et ma promotion, je pourrais les aider, révélant enfin la vérité emballée dans un chantage émotionnel. Mon succès n'était pas une cause de célébration pour eux mais une ressource à exploiter alors j'ai déclaré fermement que mes finances m'appartenaient comme celles de Léa lui appartenaient et que si elle voulait discuter d'un plan de paiement pour son solde de 14 250 €. Elle pouvait me contacter par email avant de raccrocher, le cœur battant avec régularité. La culpabilité que je m'attendais à ressentir était absente, remplacée par un sentiment de justesse inébranlable, et comme ils avaient intensifié le conflit avec l'émotion, j'allais répondre avec quelque chose qu'ils comprendraient encore mieux, la formalité. Cet appel a été un tournant car il prouvait qu'ils ne verraient jamais mes limites comme valides mais seulement comme des obstacles à surmonter par la manipulation. J'ai donc passé 1 heure l'après-midi même avec une avocate spécialisée en droit de la famille et harcèlement, Maître Lefebvre, à qui j'ai expliqué la situation avec le même détachement clinique que pour mon tableur. Elle a suggéré qu'une mise en demeure formelle était la première étape appropriée pour établir une frontière légale et informer que tout contact en dehors d'une correspondance écrite concernant le règlement de la dette serait considéré comme du harcèlement, ce que j'ai accepté immédiatement. Maître Lefebvre a rédigé la lettre le jour même, un chef-d'œuvre de prose juridique froide référençant les dates spécifiques de leurs contacts non désirés et stipulant que toute communication directe devait cesser immédiatement, tout futur échange devant être dirigé vers son cabinet. En lisant le projet, un soulagement profond m'a envahi car ce document était l'armure que je n'avais jamais eue, transformant mon refus personnel en une barricade légale que j'ai fait envoyer en recommandé avec accusé de réception chez mes parents et chez Léa. Le silence qui a suivi a été immédiat et absolu pendant une semaine entière, un calme si complet qu'il en était presque déroutant, me laissant espérer que la finalité d'un document juridique avait enfin percé leur mur d'arrogance, mais j'aurais dû me méfier car ils ne reculaient pas. Ils se regroupaient pour un assaut plus désespéré. Le calme a duré 9 jours et le 10e, alors que j'étais en réunion au travail, mon téléphone a vibré avec une alerte de mon service de surveillance du crédit m'indiquant qu'une demande de carte de crédit avec une limite de 20 000 € venait d'être soumise en mon nom auprès de la banque. Mon souffle s'est coupé et après un moment pour traiter l'information, je me suis isolé dans le couloir pour appeler la banque qui a confirmé qu'une demande en ligne avait été faite 20 minutes plus tôt avec mon nom, mon numéro de sécurité sociale et ma date de naissance. Mais avec une adresse de livraison qui était celle de Léa.
La clarté est revenue, mais cette fois-ci tranchante comme un rasoir, car ce n'était plus de la manipulation ou du chantage mais un crime, ma sœur ayant commis une usurpation d'identité dans son désespoir. Décidant de voler mon nom et mon crédit après avoir volé mon temps et mon argent pendant des années. Elle se croyait tout simplement autorisée à le faire, tout comme elle se croyait autorisée à tout le reste, et quand la représentante de la banque m'a demandé si je voulais porter plainte, j'ai répondu d'une voix basse et stable que je le ferais. Mais pas tout de suite car je devais d'abord passer un appel. Ma colère n'était pas explosive mais glaciale, le genre de colère qui ne crie pas mais détruit méthodiquement, car ils avaient franchi une ligne sans retour en pensant que j'étais une ressource alors qu'ils allaient découvrir que j'étais un règlement de compte. Je n'ai pas appelé la police immédiatement mais je suis rentré chez moi, j'ai pris des captures d'écran de l'alerte à la fraude et de l'email de confirmation. J'ai enregistré l'audio de mon appel avec le département des fraudes et j'ai rassemblé mes preuves comme un procureur montant un dossier inattaquable avant de lancer une conférence téléphonique avec ma mère, mon père et Léa. Il leur a fallu un moment pour réaliser qu'ils étaient tous sur la même ligne et j'ai commencé d'un ton aussi plat et stérile qu'un couloir d'hôpital en expliquant qu'à 14h17, quelqu'un avait utilisé mon identité pour une carte de crédit à 20 000 € en utilisant l'adresse du 123 rue des Chênes. Créant un silence étouffant car ils savaient tous que c'était l'adresse de Léa. J'ai demandé directement à Léa si elle avait quelque chose à me dire et un sanglot étouffé est monté alors qu'elle balbutiait qu'elle était désespérée et qu'elle comptait rembourser. Mais je l'ai coupée en déclarant qu'elle avait commis plusieurs délits graves et qu'elle était prête à ruiner mon avenir financier pour régler son problème temporaire. Mon père a enfin parlé avec une voix tendue en disant qu'elle était ma sœur et qu'elle avait fait une erreur, ce à quoi j'ai répondu avec une fureur contenue que c'était une décision calculée avec des conséquences et que j'allais leur présenter 2 options avec 1 minute pour choisir. L'option a été qu'ils se présentent tous les 3 au cabinet de mon avocate le lendemain à 9h pour signer un accord de désassociation familiale stipulant qu'ils ne me contacteraient plus jamais, moi ou mon entourage. Et reconnaissant la dette de 14 000 € que j'accepterais d'effacer en échange de leur absence permanente et totale de ma vie, promettant de ne pas porter plainte s'ils choisissaient cette voie. Mon père a demandé d'une voix à peine audible quelle était l'option B et j'ai répondu que c'était de raccrocher, d'appeler la police et de remettre mon dossier de preuve pour qu'un mandat d'arrêt soit émis contre Léa qui risquerait des années de prison. En précisant qu'il restait 50 secondes pour décider. L'autre bout du fil était un mélange chaotique de chuchotements paniqués et de sanglots car ils avaient passé ma vie entière à détenir tout le pouvoir en utilisant mon sens du devoir contre moi, mais par un acte criminel désespéré. Ils m'avaient donné toutes les cartes et ils n'étaient plus ma famille demandant de l'aide mais des coupables suppliant leurs victimes d'avoir pitié. Mon père a finalement accepté de venir signer les papiers et sans dire au revoir, j'ai mis fin à l'appel, me rendant le lendemain matin au cabinet de Maître Lefebvre où ils attendaient déjà à 8h45. Paraissant diminuer sous les néons de la salle de conférence avec les yeux rougis de ma mère et le visage gris de résignation de mon père. Je ne leur ai pas parlé, laissant l'avocate expliquer les termes du contrat avec une clarté brutale, ils n'auraient plus aucun droit sur moi et je n'en aurais plus sur eux, nous devenions juridiquement des étrangers. Ils ont signé avec des mains tremblantes et quand mon père a repoussé les documents sur la table, je ne l'ai pas vu comme un père mais comme un homme vaincu qui avait permis la toxicité de sa famille pendant bien trop longtemps, puis ils sont partis sans un mot. Je les ai regardés s'en aller par la fenêtre, 3 personnes s'éloignant d'une vie qu'elles avaient systématiquement essayé de vider, et je n'ai ressenti ni triomphe ni tristesse, seulement le vide propre et silencieux d'un espace enfin débarrassé de tout encombrement. Des mois ont passé et le silence n'est plus déroutant mais paisible, c'est le son de ma vie ininterrompue où mon téléphone n'est plus un champ de mine potentiel, mes matinées sont à moi, mon argent est à moi et mon avenir est à moi. Le trou qu'ils ont laissé n'est pas une blessure mais un espace qui s'est depuis rempli de véritables amitiés, d'une relation amoureuse saine et de la joie simple d'être la seule auteure de ma propre histoire, car parfois le plus difficile n'est pas de pardonner, mais de s'empêcher enfin d'attendre qu'il change. Et vous, si vous étiez à ma place, si votre famille vous ignorait pendant des années pour ne revenir que pour l'argent, que feriez-vous? A. Les aider par loyauté familiale. B. Refuser mais rester en contact. C. Couper les ponts complètement pour protéger votre paix.